Ensuite, donc, la présentation suivante sera faite par Erwan Guénin, qui est donc membre de TIMR, donc à l'UTC ESCOM, et qui va nous parler de protéines de soie pour la préparation des bio-nanocomposites, application en biomédecine et dépollution. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tic, tic, tic. Alors, où est ma présentation? Alors, j'ai un problème, elle a disparu de moi. Quand j'essaie de le partager, elle disparaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement partager mon écran. Ça va être plus simple. Hop. Et je vais... C'est parfait. Oui. Alors, non, c'était pas celle-là, alors en plus. Ah, pas de chance. Normalement, voilà. Elle devrait apparaître. Et vous devriez la voir en plein écran, normalement. C'est très bien. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Les travaux que je vais vous présenter ont été faits dans le laboratoire TIMR, comme l'a dit Florence, qui est un laboratoire commun UTC-ESCOM. Et en fait, ce n'est pas moi qui aurais dû vous présenter ces travaux, mais la personne qui les a faits, Christina Beldamarin, qui était étudiante en thèse dans notre laboratoire, qui a soutenu récemment, en décembre 2021, et donc qui a effectué les travaux que je vais vous montrer dans le cadre d'un financement Sorbonne Université, en codirection avec GSM Landoulsi du laboratoire LRS, avec la collaboration de Christophe Eglès du laboratoire BMBI de l'UTC. Et ces travaux sont plus généralement, se trouvaient plus généralement dans le cadre de travaux sur des matériaux composites à base de polymères naturels et de nanomatériaux dans le cadre de la chaire chimie et procédés verts, donc financée par le FEDER et la région Hauts-de-France. Donc en fait, on va parler de soie cette soie, tout le monde connaît la soie utilisée dans les milieux textiles. La soie provient des cocons de soie qui sont fabriqués par le ver Bombix mori, et cette soie, elle est utilisée pour sa grande résistance mécanique et notamment utilisée depuis de nombreuses années dans des sutures médicales. En fait, le fil de soie est composé de deux protéines, naturellement. Une protéine qui s'appelle la séricine, qui recouvre une autre protéine qui s'appelle la fibroïne, qui fait la plus grande partie de la soie. Et c'est cette protéine, la fibroïne, qui présente de nombreux intérêts qui est extraite dans toutes les applications, notamment par dégommage, c'est-à-dire qu'on élimine la séricine qui se trouve autour de cette fibroïne. Donc la fibroïne est une protéine qui est particulière puisqu'elle est très riche en feuillets bêta, elle est très hydrophobe. Vous voyez ici sa composition. Et en fait, elle est utilisée, extraite, puis ensuite dénaturée, puis remise en forme pour produire de nombreux biomatériaux utilisés dans le domaine biomédical, mais dans d'autres domaines et sous différentes formes. On peut avoir des papiers électrospinés, des éponges, on peut faire de l'impression 3D ou de la gélification de cette protéine. Donc vous voyez ici quelques matériaux qu'on a obtenus au laboratoire. L'idée ici de ce travail était d'utiliser donc cette protéine de soie pour fabriquer des biomatériaux, mais de lui apporter de nouvelles propriétés par adjonction de nanoparticules. Donc on avait choisi dans ce travail trois types de nanoparticules, les nanoparticules d'or pour des applications en catalyse ou bien des applications potentielles comme capteurs, des nanoparticules d'oxyde de fer pour des applications en imagerie et des nanoparticules d'argent bien évidemment pour des applications antibactériennes. Le problème était de savoir comment on pouvait fonctionnaliser ces matériaux de soie avec ces nanoparticules. La façon la plus classique que l'on retrouve dans la littérature est de préparer, de mettre des sels précurseurs des nanomatériaux que vous voulez introduire, soit avec la fibroïne libre et de former in situ les nanoparticules et le matériau, ou bien encore de mettre ces précurseurs sur le matériau déjà fabriqué et de fabriquer les nanoparticules. Donc normalement, voilà ce qu'on
qu'on devrait obtenir si tout se passait bien, sauf que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une gélification incontrôlée de la soie et un contrôle de taille et de forme ainsi que de la distribution des nanoparticules qui est plus qu'aléatoire. Donc ici, je vous ai mis deux exemples trouvés dans la littérature. J'ai eu la gentillesse de ne pas mettre les noms des personnes qui ont commis ces jolies photos parce que c'est vraiment très laid. Et c'est d'autant plus laid que ça peut aussi poser des problèmes parce que les nanoparticules sont connues pour avoir des propriétés qui sont très liées à leur forme, à leur distribution, etc. Donc, il faut pouvoir trouver un autre moyen de faire. Donc, l'autre moyen qui peut être imaginé, c'est de post-fonctionnaliser par des nanoparticules déjà formées le matériau. Mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a un relargage des nanoparticules puisqu'on n'a pas des nanoparticules qui sont insérées dans la structure vraiment, et on a un problème de contrôle de la distribution. Donc, ce que nous voulions faire, eh bien, c'était d'utiliser des nanoparticules, d'essayer de stabiliser une formulation nanoparticules plus fibroïne en solution que l'on pourrait utiliser ensuite pour fabriquer des nanomatériaux avec une distribution correcte de ces nanomatériaux à l'intérieur du scaffold de fibroïne. Donc, contrôler les interactions entre la fibroïne et les nanoparticules. Alors, pour ce faire, on a utilisé des nanoparticules qui sont fonctionnalisées par une molécule particulière qui fait partie de la famille des hydroxyméthylènes bisphosphonates. Ce sont des molécules qui sont biocompatibles et qui sont aussi et surtout des chélatants très importants des métaux, ce qui en fait l'intérêt pour fonctionnaliser les nanoparticules. Sont en plus des molécules ionisables, donc les nanoparticules vont être chargées à pH physiologique et donc pouvoir être stables en suspension colloïdale. Et ces bisphosphonates ont en plus aussi l'intérêt de pouvoir avoir une chaîne latérale qui peut être fonctionnalisable par la suite. Alors, mon système va trop vite. Donc, nous avons mis en point la synthèse de nanoparticules d'argent et d'or avec ces bisphosphonates, utilisant des conditions très très simples. Et nous avons habillé des nanoparticules d'oxyde de fer synthétisées par coprécipitation avec ces mêmes molécules. Donc, rapidement, vous pouvez voir que ces nanoparticules ont des tailles tout à fait homogènes, des potentiels de surface négatifs et qu'elles ont aussi pour les nanoparticules d'or et d'argent une absorption dans les UV comme ceci est attendu pour de telles nanoparticules, et pour les nanoparticules d'oxyde de fer, une magnétisation qui est tout à fait correcte pour des nanoparticules d'oxyde de fer de cette taille. Donc ensuite, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passait quand on mettait la soie et les nanoparticules. Donc une première chose, c'est de se dire si les nanoparticules s'agrègent, pour les nanoparticules d'or et d'argent, comme on a des nanoparticules qui ont un placement de surface et qu'il est très lié à la forme, l'agrégation des particules, on va voir une différence d'absorption en UV s'il y a agrégation. Donc c'est ce qu'on a fait, on a tout d'abord regardé s'il y avait une différence lorsque l'on mettait la soie avec les nanoparticules. Vous pouvez voir qu'il y a quasiment pas de différence, tout juste un petit shift pour les nanoparticules d'argent, mais pour les nanoparticules d'or, ça ne bouge pas. L'autre chose était de se dire, on pourrait avoir une gélification incontrôlée de la soie en présence des nanoparticules. Alors, il faut savoir que la soie, quand elle gélifie, on va avoir une fluorescence qui va être différente de la protéine. Ceci est bien décrit dans la littérature. Et ici, on voit qu'on n'a pas, en excitant à 290 nanomètres, pas d'émission de fluorescence qui soit considérablement modifiée lors de la gélification. Donc on s'est dit qu'on pouvait commencer à préparer des scaffolds avec cette solution soie plus nanoparticules. Et on a préparé des scaffolds des hydrogels de soie en faisant une réaction de cross-linking enzymatique entre les molécules de soie, réaction de cross-linking qui va former des dityrosines dans la structure et comme je vous l'ai dit, on voit apparaître une modification du spectre d'émission de fluorescence où on voit apparaître une nouvelle bande liée à la formation de ces dityrosines. Donc on a mis nos nanoparticules dans le système
et effectuer le cross-linking enzymatique. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on obtient des jolis petits hydrogels de soie. Donc, c'est uniquement de l'eau de la soie et des nanoparticules d'argent, d'or et d'oxyde de fer. Alors, il semble que les nanoparticules soient bien dispersées de manière homogène. On a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de la fluorescence lorsque l'on synthétisait ces nanoparticules, et on se rend compte qu'on a la même émission de fluorescence, donc il semblerait qu'on ait le même type de cross-linking. Cependant, étant donné qu'on a des nanoparticules qui absorbent dans les longueurs d'onde qui sont proches de l'émission, eh bien, bien évidemment, on a un quenching de la fluorescence qui peut être très facilement visualisé ici. Donc ensuite, on a été étudier les propriétés de ces nanoparticules dans les hydrogels, et comme vous pouvez le voir, eh bien, on retrouve les propriétés d'absorption en UV pour l'or et l'argent. On retrouve des spectres infrarouges pour les bandes amides correspondant à nos protéines de soie qui sont inchangées, qu'on ait ou pas des nanoparticules dans l'hydrogel. La structure par microscopie confocale de ces hydrogels, ici vous voyez l'autofluorescence en vert, est relativement similaire, et lorsqu'on lyophilise ces hydrogels, eh bien, on trouve des structures qui sont quasiment les mêmes pour chaque hydrogel, avec ou sans nanoparticules. Donc, on a été ensuite regarder en microscopie TEM, et vous pouvez voir qu'on voit une distribution des nanoparticules d'or qui ici sont bien distribuées le long des fibres de fibroïne. Et cela est vrai aussi avec les oxydes de fer. Alors, on a un petit peu d'agrégation avec les oxydes de fer, puisqu'on a des nanoparticules qui sont magnétiques, donc c'est normal. Et par contre, avec les nanoparticules d'argent, vous voyez aussi toujours vos particules le long de ces fibres sans aucun problème. Donc ensuite, on a été voir un petit peu les applications qu'on pouvait avoir pour ces hydrogels contenant des nanoparticules. Donc, avant d'aller voir les applications, on a été voir si on avait des toxicités pour ces hydrogels. Alors ici, je vous montre l'exemple avec les nanoparticules d'argent, mais c'est exactement la même chose avec les autres types de nanoparticules. Donc, vous pouvez voir que sur un test de toxicité, il n'y a aucune toxicité visible. Et lorsque l'on place à la surface de ces hydrogels des fibroblastes dermiques, eh bien, ils se développent tout à fait normalement, sans problème. Donc, on avait des hydrogels qui n'étaient pas toxiques, on va les utiliser maintenant pour des propriétés liées aux nanoparticules qui sont présentes à l'intérieur. Par exemple, des propriétés antibactériennes pour les nanoparticules d'argent qui sont ici. Donc, on a mis en place un test par zone d'inhibition où vous placez l'hydrogel donc dans une boîte de pétri, vous mettez des bactéries, vous regardez, une fois que vous regardez comment vos bactéries ont cru dans la boîte de pétri. Et donc, voilà les résultats que vous obtenez. Vous voyez que très clairement, lorsque vous avez l'hydrogel avec des nanoparticules d'argent, eh bien, il n'y a pas de croissance de bactéries là où se trouve l'hydrogel. Donc, on a bien une action antibactérienne de ce gel avec des nanoparticules. Alors, ça a été fait sur Escherichia coli et Staphylococcus epidermidis. Ensuite, on a essayé de voir s'il y avait un relargage potentiel, soit de nanoparticules d'argent, soit d'ions argent dans le milieu. Et pour ce faire, on a placé nos hydrogels dans la boîte de pétri pendant un certain temps. Et puis ensuite, on a été enlever l'hydrogel et mettre les bactéries là où était l'hydrogel pour voir si elles poussaient à la place de l'hydrogel. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de problème. Elles poussent là où il y avait l'hydrogel. Donc, on a une inhibition qui n'est qu'une inhibition par contact. On n'a pas de relargage soit de nanoparticules, soit d'argent dans le milieu. On a été vérifier cela en mettant les hydrogels pendant 6 semaines dans une solution aqueuse. On n'a pas de relargage de nanoparticules. On ne voit rien en UV dans la solution aqueuse après 6 semaines. Et par ICP, on retrouve une quantité infime d'ions argent, enfin d'argent, on ne sait pas si c'est des ions ou c'est des nanoparticules, dans le milieu. Donc, il n'y a pas de relargage avec ces hydrogènes. Alors, on s'est intéressé aussi aux hydrogènes
hydrogels comportant des oxydes de fer à l'intérieur. Et on a montré que quand on utilisait les hydrogels avec une quantité de fer connue et qu'on mettait les nanoparticules avec la même quantité de fer, mais nanoparticules libres, eh bien, on obtenait exactement, ici en fait vous avez deux courbes l'une sur l'autre, exactement la même magnétisation. On a montré que ces hydrogels étaient des agents de contraste de type T2 en faisant des fantômes en IRM, et vous voyez ici le contraste qui augmente en présence d'une concentration augmentant de nanoparticules. Donc on a bien un système qui peut être utilisé en imagerie, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec la société Neurospin. On a injecté les solutions contenant les hydrogels, la protéine et les nanoparticules qui gèlent in situ dans le cerveau d'un rat, et on a suivi cet hydrogel par IRM in situ. Et comme vous pouvez voir, on retrouve ce gel jusqu'à 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que, je n'ai pas le temps de vous montrer les résultats, c'est qu'on a une réinvasion de l'hydrogel au bout de 3 mois par les cellules neuronales. On a aussi commencé à regarder des applications en dépollution. Alors, en fait, cette application en dépollution est venue de la lecture d'un article de collègues polonais qui utilisaient des des toiles d'araignée. Moi, je n'ai plus Erwan. Est-ce que je suis toute seule à parler? Non, moi je t'entends, Florence, mais effectivement, on n'entend plus. Oui, je t'entends bien aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, moi aussi, j'entends bien. Je pense que c'est Erwan qu'on a perdu. Ouais, mince. De façon assez brutale, d'ailleurs. Oui, il doit être déconnecté. Ouais. Avec la Jean-Pierre. Pardon. Éteignez bien vos micros pour, je ne sais pas, Nathalie. Voilà, merci. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va attendre un tout petit peu qu'Erwan nous rejoigne pour au moins pouvoir poser des questions. Oui, il a complètement disparu. Ouais, il n'a pas l'air de revenir. On attend encore 1 minute ou 2 et puis. Ah, le Oui, revoilà qui se connecte. J'ai essayé de l'appeler sur son téléphone. Il est en train de se reconnecter là. Ah, c'est bon. Elle se reconnecte. Excusez-moi, visiblement j'ai été victime d'une coupure. Bon, alors, t'a perdu, ouais. Je reprends vite fait, j'ai presque fini. Je vous promets que je vais aller très vite. Alors, donc, je vous disais qu'on avait une captation du bleu de méthylène qui était importante, puisqu'on avait une captation qui allait jusqu'à 26 mg par gramme. Et donc, on a ensuite étudié des hydrogels comportant des nanoparticules, et en mettant du borohydrure de sodium, on espérait pouvoir catalyser la réaction de réduction du bleu de méthylène, et c'est ce que l'on voit sur les spectres UV. Ici, vous voyez quelques images. Et pour finir, je vais juste vous montrer ce qui se passe en réalité. Voilà, donc vous avez le bleu de méthylène qui est mis dans une solution contenant l'hydrogel et du borohydrure de sodium. La vitesse s'est augmentée par 3, mais vous voyez très clairement qu'on a une réduction du bleu de méthylène qui est très rapide et qui se fait très bien. Ceci, d'ailleurs, peut être refait de manière récurrente, puisque j'ai réalisé cette expérience jusqu'à 15 fois de suite, et ça marche toujours. Donc voilà, je vais juste vous remercier pour votre attention et remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Pardon pour la coupure. C'est pas grave,
heureusement, on t'a récupéré. Un petit moment de… en tout cas, tu as réussi à rebondir et à finir dans les temps, donc bravo. Du coup, on a des questions. Donc, François Guérino demande, pourrait-on produire la fibroïne par des cellules de plantes? Oula! Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est une question. Je n'en Une ai question aucune. ouverte. Ouais. C'est une question ouverte. Là, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Peut-être une balle, Ouais. on lancé vers nos amis du biologie moléculaire. Une autre question de Cédric Perrault. Est-ce que vous avez évalué l'impact des nanoparticules sur le comportement rhéologique des hydrogènes? Oui, on a fait aussi de la mécanique sur ces hydrogels. Alors, il y a un comportement, bien évidemment, lorsqu'on peut charger en nanoparticules dans des quantités relativement importantes, puisque par exemple, sur les oxydes de fer, on a été mettre jusqu'à 20% en masse par rapport à la protéine de nanoparticules. Et dans ce cas-là, oui, on voit des modifications. Pour des quantités relativement on va dire faibles, qui sont de l'ordre de 1% en masse, on n'a pas de modification qui soit extraordinaire, on n'a pas des choses très très importantes. Ok, merci pour ces réponses. Moi, j'en avais une petite, alors une question pareille, comme pour Catherine, sans doute un peu innocente ou un peu naïve. Est-ce que cette stratégie de réticulation par les tyrosines, etc., est-ce que c'est une stratégie qui est transposable à d'autres protéines ou est-ce que c'est les nanogels que vous obtenez est spécifique de cette protéine de type fibroïne? Alors, c'est transposable à d'autres protéines. Il faut néanmoins que la protéine soit capable de s'associer et de se structurer très facilement. Donc là, c'est rendu facile la formation alors, on a fait des hydrogels, on a fait plein de choses avec la protéine. C'est rendu possible grâce du fait de la structuration très très forte de la fibroïne. D'accord. Et on a une dernière question de Séverine que je n'avais pas vue parce qu'effectivement, ça avait déroulé et donc je m'en excuse. Donc, connaissez-vous le mécanisme de la toxicité par contact de l'argent? Comment cet effet assez fort d'inhibition de croissance peut se faire avec un métal piégé dans une fibre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur les nanoparticules d'argent, on sait très très peu de choses quant à leurs propriétés antibactériennes. Il y a des auteurs qui disent que c'est des ions argent qui sont libérés, d'autres disent que c'est les nanoparticules d'argent qui sont libérées qui vont interagir avec la paroi bactérienne et rentrer dans les bactéries et tout casser. On ne savait pas ce qui allait se passer avant d'utiliser les hydrogels et l'inhibition par contact c'est faite comme, enfin, on l'a découverte comme ça. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a vraisemblablement pas de libération de nanoparticules dans le milieu, pas de libération d'ion argent dans le milieu. Donc, c'est vraiment simplement par contact, les bactéries ne veulent pas se développer sur cet hydrogel qui contient des nanoparticules d'argent. Alors qu'elles se développent, mais alors plus que bien dans un hydrogel qui n'en contient pas. Parce que si vous laissez votre hydrogel dans l'eau pendant quelques jours, vous allez retrouver plein de champignons dedans et de bactéries. C'est fait. Bon, moi, il me reste à te remercier encore une fois pour cette présentation. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.